stoppe à la propagation de la fièvre à virus Ebola, le secteur du transport routier, l'église catholique sont tous mobilisés. Témoignages et récits sur la mise en quarantaine également dans ce journal. Tombouctou, la ville sainte dans les ténèbres du djihadisme, c'est le titre d'un livre de Ouday Ag Mohamed. Il s'est inspiré de la crise malienne de 2012 et de l'occupation de la région de Tombouctou par les djihadistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal rencontre de coordination des stratégies de développement dans les pays du Sahel au programme de la plateforme de suivi des actions menées et la préparation de la 3e réunion après celle de 2013 tenue ici même à Bamako. Adama Koulibaly, compte rendu. Des représentants des pays du Sahel et leurs partenaires se sont réunis en vue de coordonner les efforts pour le développement des nations africaines climatiquement dominées par la nature. La rencontre se tient à travers une plateforme mise en place, un cadre de réflexion, de discussion entre les représentants des pays membres pour le développement du Sahel et leurs partenaires nationaux et internationaux. Les Nations Unies sont en appui aux pays de la région. Nous n'avons aucune intention de nous substituer à eux, mais nous soutenons techniquement, financièrement, les efforts de la région. La présente rencontre, deuxième du genre, a pour objectif de voir comment coordonner les synergies dans la cohérence en évitant les duplications des différentes initiatives de lutte pour le développement. Il existe des stratégies de différentes organisations pour le Sahel. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, la stratégie de l'Union africaine pour la région du Sahel, la stratégie de la CEDEAO, de l'Union européenne. Alors, pour coordonner toutes ces stratégies et initiatives, il a été mis en place le 5 novembre de l'année dernière une plateforme ministérielle de coordination. La plateforme constitue aussi un espace pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les défis à relever. Elle procède au suivi des progrès et à l'évaluation des réalisations. La plateforme se tient au moins 2 fois par an. Elle est soutenue par un secrétariat technique. Sa présidence tournante sur désignation d'un pays du Sahel est coprésidée par les Nations Unies et l'Union africaine. Le secteur du transport doit être fortement sensibilisé dans la prévention de la maladie à virus Ebola. Certaines compagnies de transport ont pris des mesures d'hygiène adéquates pour protéger le personnel, mais aussi les passagers. Les explications dans ce dossier réalisé par Boubacar Sissoko et Djelima Kandjabati. Un reportage qui n'est donc pas disponible. Nous passons à un autre cas, pas cas d'Ebola en tout cas, un autre cas, celui de l'Église catholique qui a reporté à une date ultérieure le pèlerinage annuel au pied de la statue Notre-Dame à Kita. L'annonce a été faite ce matin par l'archevêque de Bamako au cours d'une messe solennelle. La décision est motivée par le souci d'aider les autorités à freiner la propagation de la maladie. Bourama Traoré. L'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, dirige une messe solennelle et spéciale puisqu'elle est consacrée à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'Église catholique prie donc pour conjurer l'épidémie. La messe solennelle est l'occasion d'attirer l'attention des fidèles chrétiens sur le respect de certaines mesures d'hygiène et de prévention, parmi lesquelles se laver régulièrement les mains, éviter les accolades ou encore se serrer les mains. L'observance de ces mesures permet de réduire la propagation du virus. Le ministre en charge du culte va plus loin pour souligner les caractères religieux de l'hygiène. Lorsque nous implorons le Seigneur dans ces lieux de culte, chez nous, dans nos maisons,
Il dit il est présent avec nous. Faisons de sorte à ce que le Seigneur soit présent avec nous quand on est propre, quand on est dans un cadre propre, car Dieu est dans la grandeur d'être dans le respect de la pureté de la propriété. La fièvre à virus Ebola n'est pas une utopie, encore moins une invention. L'archevêque de Bamako tient à les rappeler à ceux qui doutent encore de l'existence de la maladie qui a fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. Nous avons ce réflexe de banaliser, de tout banaliser. Certains disent même que ce n'est rien, que c'est pour Bambarabrana. Je crois qu'il faut sortir de là quand on voit. Ce n'est pas le nombre de morts qui compte, même si une seule victime, ça doit suffire pour nous instruire. Donc que l'on prenne au sérieux. Et prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Les consignes qu'il faut donner, il faut les respecter. Face à la gravité de la situation, l'Église catholique décide de reporter les pèlerinages annuels au pied de la statue Notre-Dame à Kita. La décision est motivée par le souci d'éviter de nouvelles contaminations. Nous avons fait en toute lucidité. Nous ne pouvons pas nous permettre, si nous n'avons pas les moyens de maîtriser les conditions d'hygiène et de voyage pendant 3 jours, de 10 000 personnes, ce n'est pas possible, ils ne vont pas le faire. C'est pourquoi nous avons reporté. Nous l'avons reporté dans un esprit de prière. Nous disons aux gens, le sacrifice que vous avez fait, priez pour que cela change. Changer de comportement. C'est dans la mesure où nous allons prier et changer de comportement que nous pourrons vraiment arriver à circonscrire ces fléaux. Pour paraphraser l'ancien président de la République par intérim, le professeur John Kounta Traoré, face à Ebola, chaque Malien doit se considérer comme un agent de santé et se comporter comme tel. Je vous le disais donc, certaines compagnies de transport ont pris des mesures d'hygiène pour protéger le personnel aussi, les passagers. Mais du côté du transport urbain, aucune mesure n'a été prise, a constaté Boubacar Sissoko sur le terrain. Le combat contre la maladie à virus Ebola ne peut aboutir sans l'implication de tous. Le secteur du transport est un vecteur potentiel de transmission. C'est pourquoi des mesures d'hygiène doivent y être observées pour mettre les usagers et les transporteurs à l'abri de la maladie. Nous devons prendre les mesures qui s'imposent pour nous préserver de la maladie du virus Ebola. La sensibilisation doit être renforcée dans ce secteur. À l'entrée de la gare Bani Transport, tout usager doit se soumettre à l'application du gel désinfectant sur les mains. La sensibilisation continue, mais certaines dispositions sont en train d'être prises au niveau des gares routières, notamment le lavage de mains, les gels antibactériens que nous allons exiger désormais à tous les autocaristes qui se déplacent de Bamako vers des zones infectées, même à l'intérieur du Mali, de se laver les mains avec les gels antibactériens. Également, notamment la même mesure va aussi toucher les taximans. Malgré tout, des efforts doivent être faits en direction des conducteurs de véhicules de transport urbains. Ceux-ci n'ont prévu aucune mesure ni pour eux-mêmes, ni pour les passagers. Les usagers empruntent les taxis et les Sotramas sans la moindre précaution. Une action salvatrice dans certaines compagnies de transport inter-États. L'accès à la gare est subordonné au lavage des mains au savon et l'application du gel désinfectant. Depuis que le premier cas d'Ebola a été détecté à Kaye, nous, comme déjà la majeure partie de notre activité c'est sous ces taxes, nous avons pris les dispositions dans toutes les gares. À Ghana Transport, ces mesures d'hygiène sont obligatoires. Dans cette compagnie de transport, ils prennent le soin de garder les numéros des passagers pour la traçabilité des informations en cas de besoin. Pour sécurité, on doit aller dans les compagnies là où il y a la sécurité, on doit désinfecter les mains. Moi-même, je me promène avec les désinfectants, très utile. Moi, je conseille aux autres de chercher les désinfectants. Et puis les autres entreprises, tout le monde doit chercher ça pour la sécurité de la population. Dans les gares des taxis, notamment à la place du Point G, les responsables du syndicat affirment ne rien prendre comme mesure pour la prévention de la maladie à virus Ebola. Oui, pour le moment, nous avons envie de mettre ici des kits de lavage mais pour le moment, les moyens le syndicat Le moins qu'on puisse dire, il faut sensibiliser le secteur de transport au Mali par rapport à la prévention sur la maladie à virus Ebola. Un secteur très vulnérable en raison de la mobilité des clients.
La psychose d'Ebola, la phobie de la mise en quarantaine, jamais de mémoire de Bamakois contemporains. Les citadins n'ont été aussi ébranlés qu'ils le sont aujourd'hui. Pourtant, ni Ebola ni la mise en quarantaine ne sont synonymes d'une mort certaine. L'isolement, s'il constitue en soi une preuve, n'est pas moins une partie de la guérison de l'éradication. Souri Ibrahima Keïta a rencontré un habitant de Bagadadi qui a été placé en quarantaine dans le cadre de la variole il y a 50 ans. Récit et témoignage de Yaya Touré. La mise en quarantaine, parlons-en, actualité oblige, pas en grandeur nature Ebola, mais par procuration et via variole, expérience par celui qui l'a vécu. Je m'en souviens très bien, en 1943, lorsque j'étais à l'école de la République, il y a eu 2 épidémies. L'épidémie de variole et l'épidémie de méningite cérébro-spinale. Personnellement, j'ai attrapé la variole. La variole ou la petite vérole, soit dit en passant, est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidémique. Elle est officiellement et totalement éradiquée le 26 octobre 1977 grâce à une campagne, un MES combinant vaccination massive et stratégie de surveillance et d'endiguement. Notre octogénaire du jour avait déjà connu les affres, si elles en sont une, de l'isolement, de la garde à vue médicale, de la mise en quarantaine. À l'époque, à l'école de la République, on était 2 par banc. Tout de suite, l'administration sanitaire a décidé de placer notre maison sous quarantaine, ainsi que celle de mon camarade voisin à Dar Salam. C'est le garde qui faisait l'intermédiaire entre notre maison et l'extérieur. Franchement, j'en ai eu peur, sans savoir si cette maladie va m'emporter ou pas. Miraculeux. On peut bien le considérer comme tel, puisqu'à l'époque, l'épidémie faisait tout de même 20% de décès. Pour l'ancien inspecteur comptable à la coopération nationale, aujourd'hui président d'une caisse d'épargne et de crédit, il n'y a pas de doute, l'isolement s'avère bien partie intégrante de la résolution de l'équation épidémique. La mise en quarantaine, aujourd'hui, c'est un souvenir pour moi, qui doit même me permettre d'éduquer les gens dans ce sens, pour respecter la quarantaine, parce que c'est une nécessité. C'est pour sauver les malades. Il faut qu'on s'en convainque. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Puisque non seulement vous guérissez, mais ça évite que vous transmettiez ça à d'autres. Leaders d'opinion et religieux n'en disent pas plus. La première personnalité que l'histoire a connue, qui a demandé la mise en quarantaine, c'est bien le prophète de l'islam, qui a enseigné à ses disciples au cours des expéditions, si vous entendez, vous avez des nouvelles qu'il y a dans une localité une maladie endémique, abstenez-vous de rentrer dans ce village ou dans cette ville. S'il y a quelqu'un qui s'y trouve des gens, et que cette personne s'abstient de sortir de la ville. Je crois que l'idée de la quarantaine même est venue de là-bas. Donc pour nous, c'est un enseignement prophétique. Le malade blanchi de la variole sait plus que quiconque que mise en quarantaine n'est pas synonyme d'imminence de la fin de ses jours. Lui qui se glorifie d'être des vainqueurs de la campagne sportive Coupe AEF de 1956 a parfaitement conscience, comme le religieux d'ailleurs, que la vie constitue une aventure dont personne de toutes les façons ne sortira vivant. D'où la nécessité du viatique self-control en toute situation. Je m'adresse vraiment
à toutes et à tous en demandant aux uns et aux autres de ne pas s'affoler, mais plutôt de respecter les recommandations faites par l'administration de la santé, de rester tranquille et de ne pas dramatiser les choses, parce que en dramatisant, on risque même de faire tuer des gens qui n'ont pas cette maladie, mais par suite des crises cardiaques. Il ne faudrait pas que nous soyons nous-mêmes nos tueurs. La mise en quarantaine n'est pas une mesure seulement médicale, c'est aussi une mesure religieuse, spirituelle, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des indications par rapport à cela. Il faut que strictement nous respections les mesures, les enseignements, les directives données par les professionnels en la matière. C'est une façon de respecter sa religion. Comme quoi, le condamné à mort doit apprendre à ne pas s'affoler à la seule idée de la corde prononcée. Rentrée politique de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle portée sur les fonds baptismaux le 7 septembre 2014. La convention regroupe aujourd'hui 65 partis politiques représentés ou non à l'Assemblée nationale. Quelle gouvernance pour un développement durable et sécurisé? C'est le thème de cette rentrée. Garibou Pérou. Restaurer les fondamentaux de la démocratie, c'est l'exercice auquel les conventionnaires politiques de la majorité présidentielle obéissent. Au-delà des visions politiques, cette première rentrée se veut une journée de consolidation des valeurs cardinales pour le bien-être des Maliens. Le président d'organisation a rappelé comment est née l'idée de cette convention. L'idée de convention est née de la nécessité de partager les initiatives individuelles et de groupes, d'œuvrer à la convergence de la multiplicité d'actions à objectifs communs. Si la quintessence de cette cérémonie est d'orientation programmatique, il est apparu judicieux de mettre à profit l'occasion pour présenter aux responsables et militants de nos partis ainsi qu'à leurs alliés et sympathisants les cadres politiques désignés pour assurer l'animation des structures. Les voici, ils sont membres de la conférence des présidents, secrétaires exécutifs ou commissaires aux comptes de la Convention. Ils ont été choisis au-dessus de tout soupçon et ont pour tâche, selon les conventionnaires, de soutenir les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Les 65 partis politiques que l'on vient de vous présenter sont ceux qui s'engagent à appliquer et à défendre le programme politique du président Ibrahim Boubacar Keïta en mobilisant toutes leurs compétences, leur expertise et leur savoir-faire en faveur d'un Mali un et indivisible, solidaire, prospère et émergent. La sécurité, la paix, la réconciliation nationale, la crise scolaire, la délinquance financière, la justice sociale, la santé, la bonne gouvernance, comme l'actualité oblige, la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola sont entre autres défis majeurs à relever. Pour réussir cette mission, la majorité présidentielle préconise la bonne collaboration. Le mythe Ibeka comme homme providentiel, comme solution est injustement mis en doute et pour cause. La corruption, la gabegie et le népotisme qui s'opéraient hier avec ruse se sont étalés au grand jour. En fait, les tonitruantes surfacturations en rapport à l'acquisition d'un avion présidentiel et à l'achat d'équipements militaires diversement commentés dans l'opinion, sarcastiquement dénoncés par la presse, sont le fait de collaborateurs en qui le président Ibrahim Boubacar Keïta avait placé toute sa confiance et qui l'ont cyniquement trahi. La majorité présidentielle dénonce, mais aussi condamne avec vigueur tous les actes de mauvaise gouvernance posés par certains cadres au mépris des valeurs et principes incarnés par Ibrahim Boubacar Keïta. L'administration centrale, qui a le monopole du pouvoir de décision économique du pays, est encore détenue par ceux qui auraient dû faire profil bas, raser le mur, pour ne pas dire s'exiler. Nous saisissons également cette opportunité, sans être donneurs de leçons, pour suggérer au président d'examiner les critères de choix de ses collaborateurs.
Structurée en un secrétariat exécutif et un commissariat aux comptes, la conférence de la Convention veut restaurer les valeurs de la République, de la démocratie et de la laïcité. La Convention dispose désormais une ligne politique définie et partagée dans l'idée de soutenir les programmes du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Demain s'ouvre à Bamako un colloque international sur la sécurité au Sahel et la gestion des conflits. Pendant 3 jours, les chercheurs maliens, africains et européens vont réfléchir sur le sujet en vue de proposer aux autorités nationales des pistes susceptibles de contribuer à lutter contre le terrorisme. Au micro de Brahma Traoré, le professeur Issa Ndiaye parle des motivations de la rencontre. Nous l'écoutons. Nous avons voulu donc en ce moment précis organiser ce colloque en interrogeant surtout des acteurs africains. Parce que jusqu'ici, ce sont les Européens qui ont surtout parlé de ces questions de sécurité, qui l'ont analysé, qui ont proposé des solutions. Et nous avons été jusqu'ici les consommateurs des solutions qui ont été proposées par d'autres. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas donner la parole aux chercheurs africains et d'échanger sur ces questions de sécurité qui concernent au premier chef le Mali et l'Afrique. Donc à cette occasion, nous avons convié à la réflexion des chercheurs maliens, des chercheurs aussi africains des pays voisins, mais nous nous sommes dit aussi qu'une confrontation d'idées serait donc intéressante avec d'autres chercheurs d'Europe et d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous avons confié aussi des chercheurs français et allemands qui ont une autre approche, parce que jusqu'ici, on n'a vu qu'une approche globale de la situation, mais nous voulons surtout que l'occasion soit donnée aux Maliens, aux Africains, de parler eux-mêmes de leurs problèmes de sécurité et de chercher des solutions endogènes à cette problématique et de faire des offres de propositions aux décideurs publics. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le lundi 17 novembre à partir de 15h dans la salle de délibération Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des échanges sur le document de synthèse de la médiation et le mémorandum de la délégation gouvernementale au pourparlers intermalien inclusif d'Alger. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. Les populations de Tombouctou sont enfin édifiées sur le contenu du préaccord d'Alger dépêché par le gouvernement. Le ministre en charge de la reconstruction du Nord est venu expliquer ou est allé expliquer au détail près les tenants et aboutissants des négociations en cours à Alger. Sur place, les préoccupations soulevées étaient relatives au DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion au Sénat ou encore aux primes accordées aux travailleurs du Nord. ORFM Tombouctou, Adama Djimdi. C'était une mission qui a été dictée par la médiation internationale par rapport aux documents, des éléments de paix que la Commission avait mis à notre disposition. Ce ne sont pas des accords qu'ils ont mis à notre disposition, ce sont des éléments, des accords de paix qu'ils ont. Voilà donc, problème de Guilla, je crois, se sont trompés de l'autre côté. Voyons si le reportage est prêt. Le reportage de la restitution du document de la médiation à Tombouctou. Apparemment pas disponible. Nous allons donc poursuivre avec cette nouvelle. Les pourparlers inclusifs intermaliens reprennent la semaine prochaine dans la capitale algérienne en prélude à ces assises. L'émission Questions d'actualité s'intéresse ce soir à ce sujet. Yaya Konaté reçoit Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, Oumoussal Sek, maire de la commune de Goundam et membre de l'équipe du haut représentant du président de la République, Sidi Mohamed Ag Ishrash, membre de la délégation gouvernementale, et Diallo Dija Mahaman Katra, membre de la plateforme des femmes leaders du Mali au nom de la société civile. Question d'actualité, c'est après cette édition. Le Mali honoré à l'UNESCO, notre compatriote Ibrahim Ag Idbal Tanat et le Chilien Francesco Javier Esteves Valencia sont les lauréats du prix UNESCO 2014 pour la promotion de la tolérance et de la non-gouvernance. Créé en 1975, ce prix vise la progression
de l'esprit de tolérance dans les arts, l'éducation, la culture, la science et la communication. Ibrahim Abdel Tanat est le président de l'association Temedet, œuvre pour la promotion de la culture et du règlement pacifique des crises au nord de notre pays. Voyons à présent ce reportage sur la restitution du document de la médiation concernant les pourparlers intermaliens à Alger, un reportage de Adama Djimde. La restitution des éléments d'un pré-accord de paix d'Alger est un souci majeur pour les populations de Tombouctou. C'est pourquoi elles se sont mobilisées. Administration, élus, société civile et forces armées pour venir à la rencontre de l'émissaire du gouvernement. Nous devons de passer dans nos différentes circonscriptions administratives et de rencontrer les forces vives, mais aussi les différents représentants. On sent un désir réel de voir le Mali redevenir ce qu'il a toujours été, un pays un et divers, une république sur un territoire dont l'intégrité ne peut en aucun moment être violée par qui que ce soit. Le ministre et ses collaborateurs sont rentrés dans les détails près du préaccord, ce qui a permis aux Tombouctoutiens d'être enfin édifiés sur le contenu du document. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, il est bon que tout le monde soit au même niveau d'information sur le contenu de ce qu'on a appelé éléments d'accord d'Alger. Je me reconnais à travers cette rencontre parce que les sujets qui ont été abordés sont des sujets d'actualité qui engagent même l'avenir de la région de Tombouctou. Ici, l'on a tenu à exprimer les préoccupations de la 6e région jugée légitime. Entre autres, le problème de réinsertion dans les forces armées peuvent être un problème. Le problème du gouverneur, de remplaçant du gouverneur de région par rapport à la régionalisation. Quel niveau aura-t-il celui-là alors qu'on a dit qu'on va juste faire des élections? Et ensuite la régionalisation poussée avec l'interrégionalité. C'est donner la possibilité à certains de venir s'asseoir une minorité pour dire que notre région est celle-ci, notre région du Nord et ensuite et le Mali du Sud. Non, il faudra que ce soit quelque chose qui parle du Mali dans la généralité. Cette rencontre se tient à un moment où Tombouctou est encore victime des actes de terrorisme. Après l'occupation, on assiste encore à la persistance de l'insécurité résiduelle, à des actions terroristes avec leur cortège de morts et de dégâts matériels. La présence dans certaines communes rurales de groupes armés marqués par des assassinats et enlèvements de personnes ciblées. Avec cette restitution, Tombouctou peut dire davantage qu'elle a compris le déroulement du processus de paix en cours à Alger. Les travaux de la session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako vont bientôt démarrer, dernière de l'année en cours. Elle a au rôle une centaine de dossiers. La session connaîtra 2 formations qui vont siéger simultanément. Pour plus de détails, suivant Amadou Sango. Il est avocat général de la Cour d'appel de Bamako. Il est au micro de Garibou Pérou. Je précise que pour cette session, c'est 100 dossiers qui sont inscrits au rôle. Et que c'est plus de 200 accusés qui sont appelés à comparaître pour répondre les uns de crimes économiques, les autres de crimes de sang ou de crimes contre la paix publique. Et ce qui fait la particularité de cette session, c'est le nombre assez élevé de dossiers portant sur la délinquance financière. Et là, il faut préciser que 1 sur 3 des dossiers enrôlés portent sur la délinquance financière. Pour l'organisation de cette session, nous avons mobilisé tous les magistrats, tous les procureurs, aux 6 procureurs des 6 communes de Bamako, pour que le droit soit dit, pour que les innocents soient blanchis et pour que les coupables subissent la rigueur de la loi. La session s'ouvre donc demain, juste après la cérémonie d'ouverture de ces assises. Le procureur général animera un point de presse. Le mariage d'accord, mais les études d'abord, c'est le slogan du projet Mariage précoce qui vient d'être lancé. Ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, acteur de projets impliqués dans la lutte pour le bien-être de la petite fille au Mali, était présent à son lancement. Mamourou Sidibé.
Le projet mariage précoce qui vient d'être lancé vient en complément au programme My Race, My Voice, un programme financé par les Pays-Bas à un peu plus de 114 millions de francs CFA. Le projet sera un instrument des jeunes filles et garçons vulnérables de la région de Ségou et du district de Bamako. On a déjà des acquis. C'est un projet qu'on a lancé aujourd'hui, un projet d'un programme qui est déjà en cours. Ce programme a commencé depuis 2012. Il va continuer jusqu'en 2015. Donc on a des stratégies bien développées. On a déjà développé des outils sur la santé sexuelle et reproductive, notamment une plateforme e-learning qui est enseignée au niveau des écoles sur ordinateur et une plateforme mobile qui est logée au niveau de notre partenaire ARTF qui permet aux jeunes d'envoyer leurs questions par SMS. Et c'est gratuit et confidentiel. Pendant 12 mois, ce programme doit œuvrer afin d'apporter des changements positifs dans les attitudes et les comportements des adolescents. Le droit à l'éducation est depuis des décennies un domaine prioritaire pour le Mali. Et le pays a su assurer des progrès significatifs, surtout en termes de scolarisation progressive, où le taux a considérablement augmenté ces dernières années. Le projet sur le mariage précoce est préventif. Il s'agit d'éduquer, d'informer les jeunes sur la santé de la reproduction. Le sketch du club My Rice, My Voice de Niamakro sur le mariage précoce a éclairé le public sur les conséquences du phénomène. D'un côté, le bien-être des filles, de l'autre, celui des femmes, sinon de toute la famille. Le ministère de tutelle vient de remettre un important lot de matériel aux femmes maraîchères de Kolokani. 8 500 000 francs CFA, c'est le coût global du don. Reportage, Sata Saliou Mega. Plus de 8 millions de francs CFA, c'est la valeur de ces kits pour la production agricole et des savonneries, entre autres. Ces matériels sont destinés aux femmes maraîchères du village de Zirablinkoro et celles du centre multifonctionnel de Kolokani. Cette remise de matériel entre dans le cadre de la journée internationale de la femme rurale. L'insuffisance ou le manque de matériel de production, de transformation ou de conservation des aliments est un handicap sérieux pour la promotion économique des femmes. L'acquisition des présents matériels est le résultat de votre courage, de votre détermination. Les autorités régionales et les bénéficiaires se sont tous réjouis de cet appui qui permettra sans nul doute de mieux relancer les activités génératrices de revenus. La qualité et la quantité du matériel reçu va booster très bien la production, surtout maraîchère, dans ce village. Occasion pour la donatrice de remettre des dispositifs de lavage tout en donnant des explications sur l'importance du lavage des mains au savon en ce moment d'épidémie à virus Ebola. Un diplôme de mérite a été remis à la présidente régionale de l'association des femmes rurales. Des manifestations folkloriques du riche patrimoine du Bélidougou ont mis fin à la cérémonie. 96e édition du Yaral de Diafarabé, ces festivités traditionnelles marquent le retour des animaux de la transhumance après la saison des pluies. C'était sous la présidence du ministre du Développement rural représentant le chef de l'État, Ibrahim Tchokari. La transhumance est une occasion pour les jeunes bergers de braver le soleil, la soif, la faim, les fauves, les reptiles et autres dangers pour chercher de l'eau et de l'herbe pour leurs animaux. Le retour des bergers et de leurs troupeaux est célébré chaque année dans le delta intérieur. La traversée du fleuve Niger à Diafarabé par les troupeaux venant des terres sèches du Sahel, plus connu sous le nom de Yaral, reste l'un des plus grands événements des éleveurs du delta intérieur. La spécificité du Yaral tient un peu à la spécificité de notre pays. On a un grand pays, on a des grands bassins fluviaux, et notamment le bassin fluvial du Niger, qui au moins s'étend sur à peu près 30 000 km², qui connaît une grande variabilité saisonnière. Le Yaral, traversée ou le Dégal, descente des animaux dans le Bourgou, sont des événements régis par le code pastoral adopté en 1821 par Sékou Amadou. Il a permis une exploitation judicieuse des ressources pastorales et l'organisation des fêtes qu'il accueille. Concours du plus beau troupeau, déclamation de poèmes pastoraux, chants et danses.
L'édition 2014, la 196e du genre, a connu des particularités non moindres. Les animaux n'ayant pas suffisamment à manger et à boire dans leur zone de transhumance se sont trouvés dans l'obligation d'aller à la recherche de ces éléments qui leur manquaient. Et les attentes des populations sont grandes. Dans la mouvance de cette 196e édition du Haral, que le maire Lamine Guiré a attiré l'attention sur les préoccupations des populations, préoccupations qui ont pour nom la réalisation de la route Massina-Diafarabé-Tenenkou. Le président de la représentation nationale des ruraux, Bakary Togola, a exhorté les éleveurs à accepter les nouvelles pratiques introduites dans l'élevage. Je pense que les animaux sont très très importants pour notre économie. Il faut sensibiliser les éleveurs d'abord, les faire comprendre. Au lieu de faire 100 têtes pour 100 litres aujourd'hui, avec 10 têtes, tu peux faire 100 litres. Cette première édition post-crise s'est bien déroulée. Une preuve que le Mali reste un pays debout. Il faut se réjouir, c'est vrai que notre pays est resté debout. Notre debout, la crise est passée par là, mais les Maliens ont gardé leur dignité. Le Haral est patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2005. La maison de la presse du Mali a un nouveau président, il s'appelle Dramane Aliou Koné, élu à la tête d'un bureau de 7 membres. Il se dit déterminé à relever les défis, très ambitieux. Le nouvel occupant de la maison de la presse compte s'attaquer dès la semaine prochaine à l'élaboration de son programme. Al-Husseini Touré. Dramane Aliou Koné préside désormais aux destinées de la presse malienne. Élu à la tête d'un bureau de 7 membres devant siéger pour 3 ans, le nouveau locataire de la maison de la presse ne perd pas une seconde. Il s'agit de renforcer les acquis en amenant d'abord le fonctionnement de la maison de la presse, en amenant sa représentativité à l'intérieur du pays et en menant des projets structurants pour l'ensemble de la presse. Et dans ce cadre, on sera assigné pour élaborer le plan d'action qui sera ensuite adopté par une assemblée générale extraordinaire. C'est pour dire que nous allons mener un travail méthodique avec vraiment des objectifs bien précis et ça nous permet d'éviter des priorités à vue. Et dès qu'on a un chemin de fer, c'est là où on peut aller et avec les moyens qui vont être mobilisés ensuite. Je vois que même les partenaires vont prendre le sérieux et on peut mobiliser les moyens dont on a besoin pour mener à bien notre programme. L'homme mesure cependant la lourdeur de la tâche et compte sur le concours de tous. Je lance l'appel à tous les secteurs de la presse publique et privée pour qu'ensemble nous pouvons réduire le blason de notre presse, pour qu'ensemble nous pouvons mener des projets qui vont dans le sens du renforcement des capacités des journalistes du Mali et aussi améliorer aussi la partie démocratique de notre pays. Parce que qui dit démocratie qui parle avant tout de presse. Et si la presse n'est pas à hauteur de sujet, la démocratie ne suit pas. C'est pour dire qu'on a beaucoup d'ambition, mais on vient avec beaucoup d'humilité et beaucoup de disponibilité à collaborer avec l'ensemble de tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à notre presse. Au regard de l'adhésion massive et unanime des électeurs, l'on peut déjà dire que son mandat bénéficie de meilleurs auspices. Et la Miss ORTM du district de Bamako, qui est déjà connue, elle s'appelle Mariam Soumounou, elle a 20 ans, mesure 1,80 m pour 56 kg. La Miss du district est étudiante en médecine. Elle et ses 2 dauphines représenteront la capitale à la finale de Miss ORTM 2014 le week-end prochain au CICB. L'événement est placé cette année sous le signe de la paix, de la réconciliation nationale. Retour sur les temps forts de cette soirée beauté et aussi intelligence avec Moudi Bossoiré. Séance de désinfection des mains obligatoire pour tout spectateur de cette élection Miss ORTM Bamako édition 2014. Un exercice auquel tout le monde s'est volontairement plié. L'ombre de la maladie à virus Ebola qui plane dans notre pays oblige. Ensuite, place à la soirée proprement dite. Une manifestation qui s'inscrit dans le cadre des traditionnelles nuits ORTM organisées par le comité syndical de la radio et de la télévision depuis 3 décennies. Une semaine après le casting, les 14 candidates de Bamako retenues à ce concours Miss ORTM avaient rendez-vous ce samedi soir avec le public et les membres du jury.
3 passages ont marqué cette compétition pour choisir les 3 représentantes du district de Bamako pour la conquête de la couronne Miss ORTM cette année. Une première sortie individuelle en tenue traditionnelle des postulantes. Question de faire découvrir au public les 14 candidates à ce concours. Le deuxième passage suivra en uniforme, en mode tenue de ville. Une séquence qui a séduit l'assistance à travers des pas de danse esquissés par l'ensemble des postulantes. Moment très attendu de la soirée, c'était sans doute la sortie des candidates en tenue de soirée. Une sortie marquée par l'adresse au public de toutes les postulantes, l'un des critères les mieux notés de ce concours. Question bien évidemment de jauger le niveau d'études et de culture générale des demoiselles. Cette sortie a marqué la fin des différents passages de la soirée des candidates pour permettre au jury de se retirer pour le décompte final. Entre-temps, des artistes de renom de notre pays ont assuré la partie pour tenir en haleine le public. Après 3 quarts d'heure, le jury présidé par Ibrahima Djombele refait surface pour la délibération. Et c'est Mariam Soumounou, étudiante à la faculté de médecine, de pharmacie et de rotostomatologie, qui a été élue Miss ORTM Bamako 2014. Sa première dauphine est Aminetou Diko et la deuxième dauphine Assitan Anna Traoré. La Miss très émue et ses 2 dauphines ont reçu des cadeaux de la part des partenaires et sponsors de la manifestation. J'imagine même pas, je suis très heureuse vraiment. C'est la joie vraiment. Les 3 représenteront le district de Bamako à la grande finale de Miss ORTM version 2014 en compagnie des Miss des 8 régions du Mali. Une sélection qui se tiendra le week-end prochain au Centre international de conférence de Bamako. Et en 5e région, c'est justement une autre Mariam, cette fois-ci Traoré, qui représentera la région de Mopti à la grande finale Miss ORTM. Elle a pour dauphine Fatoumata Diarra et Zainabou Diko. Mahamar Ibrahim Touré. Mademoiselle Mariam Traoré, 18 ans, 1m88, numéro 1, a été élue Miss ORTM Mopti édition 2014. Elle remporte une moto Jakarta, une enveloppe et plusieurs cadeaux. Les premières et deuxièmes dauphines sont Fatoumata Diarra, 21 ans, 1m78, numéro 2. Elle remporte la somme de 200 000 francs CFA et des cadeaux. Et Zainabou Diko, 20 ans, 1m75, numéro 9, qui remporte la somme de 150 000 francs CFA et plusieurs cadeaux. C'était au son d'une soirée riche en couleurs, animée par l'artiste Alia Koulibaly et les artistes locaux. Chers postulantes, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Ce sera le triomphe de la jeunesse mopticienne qui s'incarnera dans l'heureuse et le digne représentatif de la 5e région. Les autorités régionales ont rendu un hommage à Dieu, le miséricordieux et tout-puissant, qui a accordé sa grâce pour vivre cet événement après la crise politico-sécuritaire qu'a vécu le pays. Miss ORTM 2014 à Mopti a été une pleine réussite. Nous les encourageons à poursuivre sa mission aussi de sauvegarde de nos valeurs culturelles. Les 9 autres postulantes ont reçu plusieurs cadeaux de consolation. Le prix de la paix et de la réconciliation a été remis à mademoiselle Fadima Wogé. La nuit de la paix et de la réconciliation à Mopti a été parrainée par l'honorable Belko Samasekou et le gouverneur de Mopti. Vivement l'édition 2015. Et sport football, les Aigles qui se sont compliqués la tâche hier en s'inclinant face aux Flammes de Malawi lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Ils doivent nécessairement hausser le niveau de jeu mercredi et gagner contre l'Algérie pour se qualifier à la CAN. Le capitaine de l'équipe appelle à un sursaut des joueurs pour relever le défi avec l'accompagnement du public malien bien sûr. Il l'a dit au micro de Khalifana Mantraoré. C'est très difficile parce que quand on est parti en Éthiopie en gagnant là-bas, on pensait qu'on était presque qualifié. On avait le match retour à Bamako. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, on va dire, un peu délicate. Même si malgré tout, on a notre destin en main. Le public, doit être un peu en colère. Ce qui est tout à fait normal, mais malgré tout, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'on a le dernier match qu'on va jouer à domicile. Et sans l'apport du public, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on a besoin d'eux, qu'ils sortent pour nous soutenir.
parce qu'après ce match-là, certainement on va se qualifier, Inch'Allah, mais on a vraiment besoin d'eux. Même si aujourd'hui, nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on ne va pas baisser les bras, donc on va donner le maximum pour se qualifier, gagner contre l'Algérie. Mais pour ça, on a besoin de l'appui du public aussi. Cette fois-ci, on n'a pas le choix, on a grillé des jokers. C'est le dernier match de la qualification et on va dire que c'est une chance en plus parce qu'on joue à domicile. On donnera le maximum et aussi on va compter sur notre public. Et l'envie de jouer à la Coupe d'Afrique, l'envie de se racheter devant notre peuple sera certainement suffisant parce que quand on joue pour son pays, et jouer une Coupe d'Afrique, c'est le plus important. Et aussi, le football nous donne souvent la chance de se racheter et ce serait le cas mercredi, donc on va donner le maximum. Sur ces voyages-là, on a voyagé dans les meilleures conditions. L'État nous a mis, la fédération, tout le monde nous a mis dans les meilleures conditions. La responsabilité nous revient. Le grand format de cette édition, à présent, la crise malienne de 2012 a alimenté la source d'inspiration de plusieurs créateurs littéraires. Parmi ces écrivains figure Houdaï Ag Mohamed, natif de la 6e région. Son livre, paru officiellement le 11 janvier dernier, fait la restitution de la crise en général et de l'occupation de Tombouctou en particulier. Entre les pages du livre Tombouctou, la ville sainte dans les ténèbres du djihadisme, Cheikh Oumar Sangaré et Djelima Kandiabaté nous proposent le dossier culture. Tombouctou, la ville sainte dans les ténèbres du djihadisme. Un témoignage fort d'une des périodes les plus douloureuses de l'histoire de notre pays. Le livre est un récit du vécu d'un fonctionnaire de l'État, une création littéraire inspirée de la crise politico-sécuritaire. L'auteur est natif de Tombouctou. Les 3 premiers mois de l'occupation, je les ai vécus dans cette ville. Pour 2 raisons fondamentales. D'abord pour des raisons sécuritaires. Ensuite, la deuxième raison, c'est que je me voyais investi d'une mission morale, je dis bien morale et humaine, de sauver des vies qui étaient sous mon toit. Les patriotes sincères choisissent toujours de mourir sur le chemin tortueux et redouté de l'honneur et de la dignité quand leur nation est en péril. C'est fort de cette conviction, mentionnée en page 5 du livre, que Houdaï Ag Mohamed a emprunté la plume par devoir de mémoire. Toute la vie à Tombouctou a été bouleversée par cet événement majeur qui a profondément marqué les Tombouctiens. C'est quand même un événement marquant de la vie du Mali, pas de Tombouctou seulement, pour qu'il reste au silence. J'ai décidé alors de prendre ma plume et de relater les événements tels que nous les avons vécus. Alors je me suis mis en congé d'1 à 2 mois pour l'écrire. Le fait que cette ville ait subi l'attaque, l'agression, l'occupation et la répression, aussi bien des hommes que des monuments culturels et des documents historiques, écrire là-dessus était un devoir de la part de tout témoin oculaire. Ce livre de 200 pages fait la genèse de la crise au Mali. De l'historique de la démocratie à l'intervention française, en passant par l'installation des islamistes sur notre territoire, les affrontements et la barbarie inhumaine exercée par les narcotrafiquants sur les populations. C'est une restitution des faits de 2012 avec un cachet particulier sur le cas de Tombouctou, la cité des 333 saints, de l'université de Sankouré et d'un rayonnement culturel hors pair. Ce ouvrage nous a beaucoup impressionné depuis l'étape du manuscrit, parce que la ville de Tombouctou a une valeur historique, culturelle, économique, une valeur civilisationnelle extrêmement importante. Pour l'écrivain, cette rébellion à répétition ne nous amène point à bon port. Les Maliens ont trop souffert de cette situation qui a perduré pendant des décennies.
Je crois qu'à un moment donné, il est temps qu'on se dise que cette aventure n'est pas payante. Le quinquagénaire natif de Tombouctou est un administrateur civil de formation. Houdaï a travaillé dans plusieurs organes de presse dans les années 90 avec à son actif plusieurs articles sur la décentralisation et la rébellion au Mali. Il est présentement le directeur régional du travail du district de Bamako. L'écrivain des circonstances qui ne compte pas déposer la plume en si bon chemin salue les négociations en cours et lance un appel aux différentes parties. Je vais leur dire de mettre de côté leurs intérêts divergents et de voir l'attente de l'immense majorité des populations, miettes qui attendent, qui sont lassées de ces années de guerre, de rébellion, de tueries, de remise en cause perpétuelle. À la 178e page de l'ouvrage, l'auteur écrit, je cite, « Nous avons hérité de nos ancêtres un pays stable, fort, respecté, envié quoique pauvre, et nous avons obligation de les rendre dans les mêmes conditions et riches à la postérité. » Fin de citation. Merci à Cheikh Oumar Sangaré pour toutes ces découvertes culturelles sur notre pays. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se représenter au siège de l'organe le lundi 17 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. Il s'agit de Issa Zerbo de l'ADEMA PSG qui est convié donc à 9h. Et juste après, vous pourrez suivre les messages de campagne des deux candidats en liste pour le deuxième tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Il s'agit des candidats de l'URD et de l'ADEMA. Je vous rappelle donc que question d'actualité en prélude aux assises de Alger, émission Question d'actualité s'intéresse donc au sujet ce soir. Yahya Konaté reçoit Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, chef de la délégation gouvernementale, Oumou Salsek, maire de la commune urbaine de Goundam, et membre de l'équipe du haut représentant du président de la République, Sidi Mohamed Ag Ishrash, membre de la délégation gouvernementale et Diallo Diamaman Katra, membre de la plateforme des femmes leaders du Mali au nom de la société civile. Question d'actualité, c'est ce soir. Merci. Demain, 10h-13h, Mohamed Touré, 18h-20h, Hawaii Touré. Très bientôt.